Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde, en direct, évidemment, comme chaque semaine. Je remercie Lara Stam, assistante, co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de ce libre journal, pour les incises musicales aussi qu'elle compose spécialement pour ces émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur YouTube en tant que Nini Vlam, N2E, N2E. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie. Vous attendra peut-être, n'est pas encore arrivé, Patrice, qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. Une innovation aujourd'hui, normalement, avec une revue de presse à 4 voix. Nous accueillerons, en plus donc de Lara et de moi-même, Jérémy Marquis, qui n'est pas encore arrivé. On peut commencer à se demander s'il y a une perturbation électromagnétique qui a frappé durement l'hémisphère nord, la France, depuis hier, n'a pas retardé nos amis. Mais il arrivera certainement rapidement maintenant, Jérémy Marquis, et donc Raphaël Beslu. Donc revue de presse jusqu'à 9h40, 9h45, on va prendre un peu de temps. Ensuite, le grand angle avec Youssef Indy, l'écrivain, chercheur indépendant, historien de l'eschatologie messianique. Il s'est fait connaître par son premier ouvrage, déjà Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. C'est un titre à rallonge, mais c'est passionnant, vous allez voir. C'est en tout cas un auteur qui correspond bien à une revue de presse de la fin des temps et que nous allons retrouver sans plus attendre. Alors, vous êtes content, Nicolas, la flamme olympique est arrivée en terre de France, enfin à Marseille. Ah, vous faites bien de préciser, Lara, eu égard à la ligne de l'église de François Zéro. Un fameux 3-mâts. Le Belém amena la flamme jusqu'à Phocéa. Et que les mécontents aillent donc se faire voir chez les Grecs. Ils sont d'ailleurs quelques-uns de ces mœurs à porter la flamme jusqu'à Paris. Bienvenue dans le laboratoire micronien de la France du jour d'après. La patrouille de France survola le majestueux bateau et inscrit dans le ciel les 3 couleurs bleu, blanc, rouge. Alors, de petits malins sur Internet jouèrent sur un phénomène d'optique pour faire accroire que les aviateurs de Salon de Provence étaient encore une fois emballés les pinceaux, les drapeaux, les réacteurs surtout, dessinant dans le ciel un autre tricolore, le drapeau interdit de la Sainte-Russie. C'était drôle à défaut d'être réel. Et puis ça a obligé les fact-checkers d'entrer en action pour dire le vrai, le bien, le beau. On attend encore, par contre, leur démenti pour certaines traînées dans le ciel, de type chemtrail, en ces temps de dérèglement climatique. Mais le réel irréel allait vite nous rattraper avec le premier porteur de la flamme, vrai faux porteur de lumière, le rappeur Jules, je ne sais pas comment il faut prononcer, Jules. La toile réagit vite. J'ai une honte infinie pour mon pays. Jules qui allume le chaudron, l'autre analphabète qui risque de chanter. Et en ce jour de 8 mai, commémoration d'une victoire sur l'obscurantisme, nos morts doivent pleurer notre France. Si ce n'était que cela. Je rappelle aussi que le 8 mai, en 663, apparaissait l'archange Michel avec l'épée flamboyante au sommet de la montagne, au milieu d'une tempête à la veille de la bataille de Sipuntum, au Gargano, opposant les Lombards d'Italie aux envahisseurs arabes, sarrasins, musulmans, qui seront repoussés. Victoire! On changea le sens mémoriel au XVIe siècle, c'était déjà les révisionnistes au XVIe siècle, pour commémorer des apparitions plus lointaines. On s'appuie entre autres sur, je crois, la légende dorée de Voragine autour de 490. Et qui envoyait les païens chez les Grecs, l'église d'Orient, les Grecs, à l'époque décidément les Grecs. Mais le JCLES scandale, lui, Gabriel Attal, en l'honneur du rappeur, un autre un archange que Gabriel, mais un autre porteur de ténèbres avec Attal. Cette phrase, fréquemment utilisée par les jeunes, signifie Jules, c'est la famille. En effet, le J, c'est l'initiale de Jules. Le S, lui, est utilisé pour parler du sang, un grand classique utilisé chez les jeunes, signifiant que 2 personnes sont de la même veine ou encore de la même famille. On s'en va la famille. Ouais. Devant la foule, Jules s'est dit très fier pour la France et pour Marseille de participer à un tel événement. À tous ceux qui critiquent, vous ne vous rendez pas compte que Jules représente pour les Marseillais, il est comme l'OM. Peut-on lire sur X. Dans une ambiance festive, Jules a ensuite interprété son titre La Faille sur le Vieux-Port. On rappellera qu'en 2017, le rappeur Jules a été convoqué dans un commissariat de police de Marseille pour propos injurieux et atteinte à la vie privée.
Dans une chanson intitulée L'hiver au quartier et diffusée gratuitement sur Internet, Jules lâchait Fuck les banals et citant un policier de la direction départementale de sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Monsieur Attal, ce jeudi, 2 agents ont été grièvement blessés par balle dans le commissariat du 13e arrondissement de la capitale après une interpellation. Le pronostic vital de l'une des victimes serait engagé. Les paroles d'une autre chanson de Jules ressortent sur les réseaux sociaux accusant le rappeur de promouvoir la culture du viol. C'était en 2014. Le titre « Sors le cross-volet »,« Sors le cross-volet, câble même si la roue est voilée »,« Pétard en billets violet, déshabille pas, je vais te violer » ou encore « Comme calife, je suis hardcore, je démarre au quart de tour, moi c'est Jules, c'est violent, comme voir un quad à Carrefour » ou alors « Levage en moto, calage dans l'auto, je suis plus serein, au siècle, les flics prennent en photo, toujours anti-état, savant la bœuf, la locale, vida loca, scooter volé dans le local. » Et enfin, monsieur Attal, pour la bonne bouche de l'éducation nationale, les petites s'en foutent de l'école, ils mettent du shit dans le cartable. Tiens, samedi dernier, monsieur Attal, une jeune touriste américaine de 23 ans a été victime d'une agression sexuelle sur la ligne 9 du métro à Paris. L'auteur présumé des faits, âgé de 48 ans, avait été repéré par des policiers en civil peu avant et a été interpellé en flagrant délit. Algérien en situation irrégulière en France, il a été placé en garde à vue. Allez, une petite dernière de Jules pour notre minuscule de l'Intérieur. Ministricule Ah oui, ministricule, pardon. Gérald Darmanin, l'homme de l'opération Place Net XXL. Je cache la bœuf avant la douane, en fumette, les yeux fermés avant la douane. Il te fouille, te met à poil, y a rien là. Tu peux fouiller le pochon et cacher dans les cheveux, peut-on entendre dans son titre Avant la douane. Une ode au trafic de drogue. Alors, monsieur Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024, promeut la sous-culture cosmopolite des mondialistes, la seule qui existe probablement pour Emmanuel Macron. Une formule de Jules dit à elle seule la saloperie que révèle cette sous-culture qui nous vient à l'origine d'outre-Atlantique. Nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port. Cette formule a été reprise à l'unisson, même en tribune officielle ce mercredi 8 mai. Oh, ça a dû plaire à Amélie Oudéa-Castéra, oui. Comme la Jaja d'Aya Nakamura. C'est plein de rythme, de vitalité. Nique ta mère sous la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port. Yo, yo. Alors nos officiels n'oublient pas par contre, rassurez-vous, quand il s'agit de croquet, ils ne s'oublient pas. Ainsi, depuis février 2024, Estanguet est visé par une enquête ouverte par le parquet national financier portant sur les conditions de sa rémunération. Il perçoit en effet une rémunération annuelle de 270 000 euros bruts. Une paille, quoi. Selon des chiffres communiqués par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Or, le comité est une association de type loi 1900. Le duo Oudéa-Castéra-Estanguet se sont fait les VRP du football mondial durant cette cérémonie de l'arrivée de la flamme. Le sport de la mondialisation heureuse et parfois haineuse. Didier Drogba allumait le chaudron olympique au Vélodrome. Basile Boli, légende du foot marseillais, a brandi en premier la torche, suivi notamment par un collectif de sportifs de l'Union européenne et d'Ukraine. Oula. Boli, seul buteur lors de la victoire de l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue des Champions 1993, a pris le départ à 8h20, juste sous la célèbre statue dorée de la Bonne Mère. Oh, Bonne Mère, qui nous aura au moins évité Zizou sur la Canebière, l'icône de la France Black Blanc Beurre. La culture banlieue, en fait, en 1995, le film La haine de Kassovitz donne un visage et une iconographie à ce Black Blanc Beurre. Les trois protagonistes s'appellent Vince, Hubert et Saïd, c'est Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Tagmaoui, et incarne cette réalité sociale, une certaine solidarité dans la petite délinquance multiculturelle. Tout ce que nous aimons sur Radio Courtoisie. Rap, foot et transgenre, une belle triptyque à ne pas manquer, car il ne faut pas oublier que nous vivons en France. Les premiers JO de la fierté LGBTQI, totalement inclusifs. Nous étions heureux la semaine dernière d'apprendre que Minima Gesté serait la première drag queen à porter la flamme olympique dans Paris. Mais là, on n'en peut plus de joie avec Sandrine Rousseau d'apprendre que les trans, comme les trans, une drag queen peut en cacher une autre. Comme les trains, oui. Ou les arbres, non? Oui. Non, c'est les trains qui... Oui, un train peut en cacher un autre, voilà. Ou une drag queen peut en cacher une autre. C'est ainsi que nous apprenons que Miss Martini, la première drag queen du relais, aujourd'hui à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, 3 jours après l'arrivée de la Provence, oui. Provence. Qu'est-ce que j'ai dit? Province.
D'accord. Bon, pardon. 3 jours après l'arrivée de la flamme mercredi à Marseille. Petit bémol pour Miss Martini, habituée de ses tenues resplendissantes comme pour un shooting lors duquel il a incarné la flamme olympique dans une robe incandescente. Il devra, à regret, se contenter du sobre maillot blanc des porteurs de flammes le jour du relais. Mais il compte tout de même accessoriser tout ça avec une belle ceinture, de beaux talons et une wig incroyable. Vous savez ce que c'est qu'une wig, Lara? Ah oui, une perruque. C'est ça. Alors, le tout, pour faire le show, faire danser, mettre de la joie dans les yeux du public, les faire rêver, nous explique Miss Martini. Oui, elle souhaite aussi nous sensibiliser sur la participation des personnes transgenres aux compétitions. Après la première participation au JO de Tokyo d'une sportive transgenre en haltérophilie, cette question est un casse-tête pour les institutions sportives. En novembre 2021, le Comité international olympique a renvoyé la balle à chaque sport, soulignant l'absence de consensus scientifique sur le rôle de la testostérone dans la performance dans l'ensemble des sports. Sans aucun... Ce n'est pas une réponse qui est OK, estime notre Miss Martini, qui voit une manière d'interdire les personnes trans de participer dans la catégorie qu'elle souhaite et d'ajouter. Les valeurs des Jeux Olympiques, elles sont magnifiques et universelles. On est pour le sport et l'inclusivité, plus toutes, plus ensemble. La société évolue et je pense qu'il faut que le système olympique évolue en même temps. Il a raison, je pense, Miss Martini. Tout le monde, il doit y participer. Je lui ai même trouvé un job après les JO à la Miss. Nous apprenons justement la mort au front de l'haltérophile ukrainien qu'il faudrait de toute urgence remplacer. C'est la démocratie inclusive qui se joue là-bas, Miss Martini. Engage-toi sur le front. Tu pourrais y aller avec plusieurs, même d'ailleurs, avec les chars qui vont avec. Par exemple, le fameux char Flag, concurrent sérieux du Leclerc et du Léopard, qui sert chaque année aux policiers et gendarmes de la Gay Pride. Allez les gars, on compte sur vous pour défendre la démocratie à Odessa. Mais vous avez vu, Nicolas, ce que Matteo Salvini, vice-chef du gouvernement italien, a dit de l'idée de Macron d'envoyer des troupes en Ukraine. Il a jugé dangereux mercredi le président français Emmanuel Macron et estime qu'il devrait, entre guillemets, aller se faire soigner. Je le cite in extenso, il doit se faire soigner ceux qui sont dans cet avis et le disent comme si c'était quelque chose de normal. Et cela vaut pour Macron, comme pour Monti, ils sont dangereux. S'ils ont tellement envie de se battre, alors qu'ils aillent en Ukraine. Demain, ils les attendent, a-t-il ajouté. En mars déjà, il avait accusé Emmanuel Macron de représenter un danger pour notre pays, notre continent. Il a en revanche salué le discours du président russe Vladimir Poutine lors de son investiture mardi au Kremlin. Hier, Poutine a entre autres invité au dialogue et j'espère que 2024 sera l'année de la paix. Pas de soldats partis mourir en Ukraine. Rassurons-nous, en même temps, comme dit Macron, ils veulent nous envoyer en Ukraine, mais il leur est déjà impossible en ces temps de ponts, de viaducs, de jours fériés, de nous permettre d'aller en Normandie pour profiter du début de la belle saison. La 13 n'est toujours pas rétablie. Elle ne le sera pas de sitôt, selon moi, autour du tunnel de Saint-Cloud. L'engeance qui nous gouverne se propose à coups de Storm Shadow, de Scalp, de Taurus, de détruire le pont de Kerch, qui relie la Russie à la Crimée, mais elle se montre incapable de régler la question du viaduc de Saint-Cloud. Dois-je rappeler qu'il a fallu 15 jours aux Russes pour rétablir la liaison du pont de Crimée attaqué par des drones, camions piégés bourrés d'explosifs, mais que nous, en plus d'un mois et demi, on n'a toujours pas réussi à venir à bout de fissures occasionnées par les travaux d'une entreprise construisant un parking. Entreprise à qui, bien évidemment, nous ne demanderons jamais aucun compte pour les raisons que nous pouvons tous imaginer. Ah, les chantiers dans la capitale, ce n'est pourtant pas ce qui manque. Pas moins de 7533 chantiers sont actuellement recensés dans la capitale, qui, 80 jours avant la tenue de Paris 2024, ressemble à un vaste chantier à ciel ouvert. Tranchées dans la chaussée pour rénover les canalisations de chauffage urbain ou de réseau d'eau. Embellissement des rues avec un nouveau revêtement. Végétalisation de places de parking et plantation d'arbres. Construction de nouvelles pistes cyclables. Paris reste un énorme chantier jalonné de palissades et de plots, derrière lesquels abondent des travaux de toute nature, enfonçant l'image de désordre, de saleté et d'entretien minimaliste de la ville. À pied, en bus ou en voiture, chacun en fait l'épreuve au quotidien. Alors entrons dans le détail. Nombreux sont les piétons qui sont freinés dans leur déplacement par des palissades, les invitant à traverser pour changer de trottoir. Les nerfs des automobilistes sont également mis à rude épreuve, confrontés au dernier moment à la fermeture d'un tronçon, ce qu'ils souhaitaient emprunter, tout comme ceux des usagers des transports publics coincés dans les embouteillages. On vient de manquer notre correspondance à Paris entre la gare Montparnasse et la gare du Nord, car le
bus les reliant est resté bloqué dans les embouteillages suite aux travaux, déplore par exemple Georgette sur X. On a dû payer 200 € nos billets de train, c'est énorme. C'est une horreur, tous ces travaux à foison, déplore Kevin Bossuet, tiens, CNews, enseignant dans le nord de Paris et habitant au Batignolles dans le 17e arrondissement. Une fois qu'ils sont terminés, la circulation devient très difficile. C'est le cas place de Clichy, avec des pistes cyclables qui interfèrent avec des couloirs de bus. Aux heures de pointe, c'est invivable. Toute la circulation est coincée, les gens s'énervent. En plus, ces travaux n'ont pas une visée esthétique, c'est un pandémonium à ciel ouvert. Certaines personnes qui viennent travailler à Paris depuis l'étranger limitent désormais leur venue. C'est le cas de Louis, cadre d'une multinationale qui réside à Genève et qui a des bureaux près des Champs-Élysées. Il arrive que je mette 2 fois plus de temps pour aller de l'aéroport de Roissy au cœur de Paris que mon vol Genève-Paris, qui dure 45 minutes, souligne-t-il. Le RER, c'est sale et encore plus aléatoire en termes de timing. Venir de Genève par le TGV Lyria, c'est également compliqué. La ligne de métro 14 pour rejoindre le centre de Paris est souvent fermée pour cause de travaux. On ne voit pas le bout de tous ces chantiers. Je vais organiser tout mon agenda pour éviter la capitale française en juin, en juillet et en août. Je serai en vacances. Ouais, il me plaît cette revue de presse. J'ai une pensée particulièrement affectueuse, je ne sais pas vous, à la fois pour Anne Hidalgo, pour Valérie Pécresse. Vraiment, je leur envoie de tendres baisers ce matin. Alors, en parlant de transport, Lara, avez-vous noté que l'ancien Premier ministre Jean Castex, recasé depuis président de la RATP, nous annonce que pendant les JO, afin de monter dans un bus public, il faudra s'acquitter de 2 tickets vendus 2,50 € l'unité, et cela pour un seul voyage, donc 5 €. Mais quel génie des Pyrénées, hein, celui-là, moi je suis admiratif, Jean. Alors, méditons, pour finir, Lara, entre l'Ascension et la Pentecôte, l'envolée du psalmiste dans le livre des psaumes. L'homme est un arbre planté à la rupture des eaux. Ça signifie pour les mystiques qu'il a des racines célestes, que les cheveux symbolisent, alors moi j'en ai plus, et les racines animales, dont les pieds dessinent la forme de fœtus dans le sein maternel. Attention pour ceux qui ont les pieds plats. Pour nous, cela signifie déjà que l'homme est à la fois homme de culture et homme de civilisation. L'homme est humus, il tire sa force de son enracinement dans la terre, et avec ses hauts branchages, il va chercher le soleil, la lumière de la civilisation. Il est enraciné donc en bas et en haut, puisant sa nourriture du mal, le manifesté des eaux d'en bas, et du mime, le mystère des eaux d'en haut, le mythe aussi. Et vous voyez bien au travers de cette organisation des JO, par exemple, que l'entreprise actuelle de déracinement de l'homme porte atteinte à ces 2 dimensions de l'homme, homme de culture et homme de civilisation. Je suis content d'ailleurs que notre ami Jérémy Marquis arrive à ce moment-là de cette revue de presse. Il sait pourquoi. Le rap est le symbole même de la pire des sous-cultures, vulgaire, faisant l'apologie de la violence, du sexe, du fric, de toute cette merde dont on abreuve les jeunes. Le foot signifie, lui, en plus de ce qui précède le divertissement, les jeux du cirque. Et puis il y a ces valeurs qui n'en sont évidemment pas, celles d'un Occident LGBT, trans, woke, non-genré, inclusif, et j'en passe. Une brève qui m'inspire votre méditation. Donc, fête Joannique d'Orléans. ELV dénonce la récupération politique de Jeanne d'Arc, héroïne républicaine et icône de transidentité. Ça laisse rêveur, non ? Madame Maréchal Le Pen n'est pas la bienvenue à Orléans, avait fait savoir la mairie. Une sentence d'excommunication qui a fait la joie des militants écologistes locaux, l'antenne ELV du Loiret, qualifiant au passage la trentenaire d'être héritière non dissimulée de Maurras et de l'État français collaborationniste de Pétain. On a poursuivi en justice pour moins que ça, non ? Alors, Jeanne d'Arc, égérie non-binaire en guerre contre un Moyen-Âge trop hétéro-normé. Pour appuyer sa thèse délirante, ELV évoque les travaux de bon nombre d'historiens, sérieuses, et notamment de Clovis Maillet, auteur de Les gens fluides, de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans, aux éditions Arquet. Cet historien, et je mets entre guillemets, qui se prénommait en réalité Chloé avant, dans une vie antérieure, serait une sommité dans le domaine, un spécialiste des questions du genre. Mais on
oubliez un peu vite, Nicolas, dans ses revues de presse, je trouve les rubriques nécrologiques bien remplies suite aux campagnes de divines injections. Ah, vous avez raison, là. Il faudra bien mourir un jour, hein. Fin ultime, mais pas éternelle, peut-être. À l'ubris, l'orgueil humain. Bernard Pivot n'est plus. Adieu au roi Lear. En créant Beau jeu de mots. Lire, oui, pardon. En créant Apostrophe en 1975, une émission qu'il animera en direct pendant 15 ans, à l'heure de grande écoute, où les plus grands noms de la littérature défileront sur son plateau, ainsi que Bouillon de culture en 91, Bernard Pivot a démocratisé en quelque sorte le livre et sa discussion au petit écran en faisant de l'écrivain un pivot incontournable de l'actualité. Minuscule pivot, selon moi, dont l'apostrophe est la marque de fabrique. Bouillon de culture ne peut pas mieux signer son crime contre la culture, une culture entre guillemets, en joignant le geste à la parole entre guillemets. Vous savez, plus rien n'est sérieux dans ce monde de la dérision pour rien. Le juge anticorruption Renaud Van Rimbeck est aussi mort. Parmi ses instructions figure notamment l'affaire Urba sur le financement occulte du Parti socialiste, des enquêtes sur Jérôme Cahuzac et les époux Balkany, les affaires Clearstream, Elf ou encore la complexe affaire des frégates de Taïwan. En 2008, il avait aussi mené l'enquête sur les fraudes géantes du trader de la Société Générale, Jérôme Kerviel. Bon, les paradis fiscaux ne se sont jamais aussi bien portés, ma chère Lara, avec ou sans notre incorruptible de service. La vérité, là aussi, est ailleurs. Voilà, je passe le relais maintenant à la revue de presse de Jérémy Marquis. Bonjour Jérémy. Bonjour Nicolas. C'est à vous. Oui. Déjà, quand je suis arrivé dans le studio, vous parlez justement de Anne Hidalgo, personnalité que j'ai maudit pendant les 15 minutes de retard que j'avais ce matin sur le trajet. Voilà, voilà, tout s'explique. Et oui, les bouchons, on met désormais 1 heure pour faire 500 mètres en voiture dans Paris et c'est compliqué. Donc, je vais passer donc à ma chronique. On va parler de 4 sujets, ou plutôt de 3 sujets importants qui s'est passé sur le territoire français cette semaine, en tout cas ces 10 derniers jours. Je voulais d'abord commencer par ce qui s'est passé en Dordogne. Ça a été un petit peu relayé quand même par la presse, il faut le dire, où des dizaines de tombes ont été recouvertes d'inscriptions à la bombe de peinture noire. On pouvait lire sur ces tombes qui ont donc été profanées « Racistes, juifs, Gouer, je vous hais », ainsi que des tags faisant référence à des personnalités politiques ou des faits divers, des tags qui annoncent par exemple la date de mort de Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jordan Bardella ou encore même de Pascal Praud. D'autres tombes faisaient également référence à Mila. Alors c'est pas la première fois que des tombes et que même des églises, en tout cas des lieux symboliques sont profanés, sont attaqués par certaines personnes sur le territoire français sans qu'évidemment il en fasse mention dans les médias. On avait eu notamment des tombes également profanées il y a quelques mois maintenant et des églises vandalisées tous les jours en France et qui sont très peu relayées par les médias. On a eu également, toujours cette semaine, une tentative de meurtre de policiers dans le 13e arrondissement de Paris. Pareil, très très peu relayé par les médias. La grosse presse n'en a pas parlé, ni sur les détails d'ailleurs de cet agresseur. On sait qu'il est trentenaire, qu'il avait un œil au beurre noir et rien de plus. On sait par contre que le policier était entre la vie et la mort. Et là, aucune mobilisation médiatique sur ce policier. On a eu également, et j'en avais parlé mercredi dans l'émission, Emmanuel Macron qui en conseil de défense la semaine dernière a demandé un rapport sur l'état de la menace représentant aujourd'hui des frères musulmans, les frères musulmans qui disposent selon des enquêtes de l'État d'un vaste réseau de contacts juridiques, d'avocats, d'associations, de commissaires au compte à leur service. Ça me rappelle un petit peu la polémique qu'il y avait eu, vous savez, avec Florence Berriot-Blacker qui avait écrit ce livre justement sur l'ingérence des frères musulmans au sein des institutions françaises et qui avait été blacklisté par les universités. Il ne fallait pas en parler, il y a une omerta totale sur l'ingérence des frères musulmans sur le territoire français. Alors je trouve ça bien qu'Emmanuel Macron, pour une fois, demande un rapport sur ce sujet, mais encore faudrait-il arrêter de discuter avec les frères musulmans, et c'est ce que je disais mercredi, puisque le parti d'Emmanuel Macron continue de collaborer avec des organisations qui sont des organisations, des lobbies des frères musulmans au Parlement européen. Donc on est dans le en même temps sacré d'Emmanuel Macron, en même temps on demande un rapport contre les frères musulmans, et en même temps on continue évidemment de discuter avec les frères musulmans
musulmans et de mener des actions politiques avec eux au Parlement européen. Et puis on a eu les tweets anti-français, j'en avais aussi parlé mercredi, de la journaliste Nassira El Moatsem. Elle avait noté raciste, c'est elle qui a tenu des propos racistes, et cette femme était à France Inter, donc payée évidemment par nos impôts, mais ça ne dérange pas le service public. Voilà ce que je voulais donc parler ce matin. Ben, c'est très bien, merci Je vous en beaucoup pour cette petite rubrique de presse qui s'ajoute à celle que nous avons déjà faite avec Lara. Et on va bientôt passer à la prochaine petite intervention. Voilà, il faut qu'on se cale, évidemment, petit à petit. Bien, écoutez, il nous reste, merci beaucoup Virginie, Raphaël Beslu qui est avec nous. Il est en Zoom pour ce qui le concerne, parce il n'a pas la chance, lui, de vivre à Paris et de vivre ces bouchons et ces désagréments. Et oui, il est l'heureux Raphaël vit dans une autre contrée européenne où, semble-t-il, les choses vont beaucoup mieux. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour Jérémy, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bien réveillé? Absolument, absolument. En pleine forme, d'ailleurs, vous étiez là avant même le début de l'émission. Écoutez, c'est votre tour, c'est la dernière partie de cette revue de presse, et puis éventuellement on aura peut-être quelques minutes pour échanger les uns les autres avant le grand angle et la venue dans ce grand angle de Youssef Indy. Absolument. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, pour cette revue de presse, en fait, donc évidemment, c'est très compliqué de choisir des informations sur l'actualité internationale parce qu'il se passe énormément de choses. Comme vous le savez, par exemple, à partir d'il y a seulement 24-48 heures, la Russie a entamé une nouvelle offensive au niveau de Kharkov. Le même jour où les États-Unis ont décidé d'allouer un nouveau budget de 400 millions de dollars de matériel pour l'Ukraine, avec tout simplement des remarques de la part des Israéliens qui se rendent compte qu'en fait le budget qui est alloué, ou en tout cas le matériel qui est envoyé en Israël, commence à diminuer au profit justement de l'Ukraine. On a eu aussi la visite de Xi Jinping qui est venu évidemment donc en France avec des discussions et qui a rappelé qu'il était primordial de faire tout simplement en fait un échange sur le conflit russo-ukrainien et de chercher la paix. Ce qui est quand même assez spécial quand on voit, bon, évidemment, donc Gabriel Attal qui a accueilli Xi Jinping, mais surtout les nouvelles menaces proférées par Emmanuel Macron, qui explique que la Russie ne doit absolument pas gagner cette guerre et que la France fera tout finalement pour empêcher la Russie de gagner cette guerre. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt stressant, je pense, et qui montre que les tensions internationales ne cessent d'augmenter. Mais en tout cas, j'aimerais pour cette revue de presse, en tout cas, me concentrer sur quelque chose de totalement différent, mais qui me semble très important. Pour votre revue de presse, Nicolas, vous avez parlé régulièrement de la problématique, on va dire, LGBT pour l'Occident. Et même, en fait, finalement, il y a même une problématique idéologique, mais aussi de liberté d'expression. Et je pense qu'il y a une information qu'il faut absolument surveiller qui se passe, en fait, actuellement au Canada. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nouveau projet de loi qui date du 26 février. On a commencé à en reparler il y a quelques jours parce que la première lecture de ce projet de loi s'est terminée. C'est le projet de loi C63. Je vais vraiment faire très court. C'est-à-dire que c'est hallucinant. Quand je suis tombé sur ce papier, vous pouvez aller sur le Parlement, le site du Parlement du Canada, et étudier ce projet de loi et les modifications de la loi, c'est-à-dire le projet orwellien est en place. Si cette loi arrive en application, je pense que ça va être extrêmement effrayant sur les possibilités pour des autres pays d'Occident, y compris pour la France, au niveau de la liberté d'expression et surtout de l'imposition de l'idéologie progressiste. Pour faire très court, le Canada, au nom de la protection de l'enfance, permet de tout simplement condamner des personnes pour des discours de haine qui a été modifié en n'allant plus sur des événements vraiment factuels, pour dire que des discours qui peuvent suggérer un appel à la haine, une discrimination, eh ben ces personnes-là peuvent se faire donc condamner. Il peut y avoir on peut permettre des dénonciations qui sont anonymes, avec une protection justement des personnes qui vont faire les dénonciations, mais surtout, c'est une loi qui va être rétroactive. Une fois que cette loi sera en place,
tous les contenus qui seront dits haineux définis par la loi qui elle-même va commencer à expliquer que, en fait, c'est des contenus qui suggèrent des discours discriminants et non inclusifs, eh bien, ces personnes-là peuvent se retrouver par exemple, si c'est accusé d'antisémitisme, on passe de 2 à 5 ans de prison. Si c'est apologie de génocide, qui est un terme finalement qui peut être très, très vaste, surtout avec les tensions qu'on peut voir avec le conflit israélo-palestinien, lorsqu'on va vouloir s'exprimer sur le sujet, avec certains chantages qu'il peut y avoir. On peut aller à la prison à la perpétuité. On est passé de 5 ans à la perpétuité, ce qui est quand même hallucinant. C'est un projet de loi, c'est en première lecture. Hein. Alors, rappelez, on rappelle, c'est au Canada et c'est en première lecture. C'est pas encore en France à application immédiate. Absolument. Mais en tout Absolument. cas, c'est une des prémices peut-être. Absolument. Dans tous les cas, voilà, il y a plein d'autres aspects au niveau des montants des amendes, au niveau des définitions sur justement la haine, l'inclusivité, etc. Je vais pas m'étendre dessus. J'ai déjà fait très long la semaine dernière. J'avais pris beaucoup trop de temps pour. Non, mais c'est extrêmement important. Mais pour moi, c'est important et je me permets juste de terminer avec un autre point. C'est, je vous rappelle qu'il y a 8 ans au Canada, il y a une loi qui est passée qui s'appelle, un projet de loi sur le C16. Ça a été la fameuse loi qui a permis d'intégrer la notion dans la loi de discrimination sur le genre et l'identité de genre. Ouais. Ça avait fait un énorme buzz parce que ensuite, c'est une loi qui est appliquée et qui forçait par exemple les professeurs d'université à devoir se soumettre à la détermination de genre des élèves sous peine de se faire condamner pour discrimination. Et c'est d'ailleurs Jordan Peterson qui est devenu connu à cette période-là. Si je vous dis ça, c'est parce que vous avez parlé dans la revue de presse, par exemple, des JO. Et le fait que les JO soient marqués à travers... ouais, voilà. Mais soient marqués à travers donc, l'image justement très LGBT. Et l'Occident qui se soumet au LGBTisme. Et je tiens juste à rappeler que c'est en train de progresser en France et peut-être que certaines personnes ne surveillent pas forcément l'actualité autour de Transmania, le livre de Marguerite Stern et de Dora Muto. Ouais. Je vous rappelle que sur la chaîne publique, la télévision donc payée par nos impôts, sur le magazine de la santé, vous avez quand même Enora Malagré qui a décidé de faire un rappel sur le phénomène de Transmania et qui a expliqué tout simplement la transphobie, ce n'est pas en fait une opinion, c'est un délit. Ouais, c'est un délit pour eux. Et en fait, c'est ce que d'ailleurs Anne Hidalgo dit la même chose. Et... Donc voilà. Et c'est tout simplement, après, elle avait rajouté évidemment le fait que, en fait, il ne peut pas y avoir de féminisme sans les femmes trans. Donc ça devient un petit peu plus hallucinant. C'est sur le magazine de la santé, mais c'est juste pour essayer d'expliquer, voilà, avec ces différents événements, qu'il y a vraiment une progression dans tout l'Occident, à la fois sur l'imposition idéologique du LGBTisme et aussi sur les lois qui évoluent petit à petit. Et même en France, on pourra potentiellement voir les lois évoluer. Là, ça passera peut-être comme il y a 8 ans au Canada, c'est-à-dire sur la discrimination, sur l'identité de genre, etc. Et à mon avis, c'est un phénomène à surveiller et extrêmement inquiétant pour notre avenir. Non, mais France et Canada, je pense, Raphaël, sont précurseurs. On le voit sur certaines crises. C'est la France qui était précurseur. C'est le Canada. Hein. De toute façon, c'est un duo, hein, Macron et Trudeau. Hein. C'est Trudeau-Macron, Macron-Trudeau. Hein, ou Mado, Trucon, on peut tout ça est parfaitement mélangeable. C'est la même. D'ailleurs, ça se mélange peut-être. Puis le Canada est le laboratoire parfait du wokisme depuis plusieurs années maintenant. Bien pire que les États-Unis. Ils sont allés beaucoup plus loin encore. Ah oui. Et c'est carrément une pépinière. Donc, en fait, ça fait pousser des idées. Alors, nos deux petites marionnettes, Macron et Trudeau, et sinon une autre information peut-être d'ampleur, Raphaël. Alors pour les informations d'ampleur, je pense que j'en resterai là et peut-être que j'aurai des informations à donner un petit peu plus tard en fonction de comment on va rebondir, parce que là, il me restera plus beaucoup de temps, mais c'était vraiment les informations sur lesquelles je voulais qu'on puisse se concentrer. Évidemment, c'est à la fois les inquiétudes sur l'aspect international avec justement l'attaque de la Russie, la progression. La nouvelle attaque de la Russie au niveau de Kharkov. Ça vous inquiète, vous ? Moi, ça me met, ça me met en joie. J'ai le malheur de le dire, mais je le dis. J'ai encore le droit de le dire. La France n'est pas encore en guerre contre la Russie. Ça ne saurait peut-être tarder, mais tant qu'elle ne l'est pas, j'ai légalement le droit de me réjouir de ce qui se passe actuellement sur le front ukrainien, même si ça déplaît à certains.
Alors, il y a deux sons de cloche concernant cette offensive Oui. à Kharkov. Donc, Zelensky appelle au fait que c'est une grande offensive russe, etc., sur la ville de Kharkov. Enfin, en russe, c'est dit Kharkov, et depuis l'histoire. Et les Russes disent que non, c'est plutôt une petite avancée, c'est une espèce de reconnaissance par combat. C'est pas une offensive massive de la part des Russes. Mais effectivement, les combats font rage actuellement. Merci Lara. Raphaël, vous voulez pas nous parler un petit peu aussi de Simon Hersh? On a quelques minutes. Et de ses dernières enquêtes. Si vous voulez, mais peut-être que ça pourra intéresser Youssefini, totalement. le salut qui est arrivé dans les studios. Bonjour Raphaël. On salue tous, oui. Merci. Donc en fait, lors de ma précédente chronique, j'avais pu parler donc des différents articles très intéressants publiés par Simon Hersh pour parler donc du conflit israélo-palestinien, mais aussi sur la problématique donc d'Israël avec l'Iran. Donc pour rappel, c'était simplement le fait que le Pentagone avait mené des opérations dans le dos, en fait, tout simplement de la Maison Blanche, pour essayer de gérer les scénarios de riposte d'Israël envers donc tout simplement l'Iran. Et donc il y a d'autres documents intéressants qui ont été publiés, parce qu'il faut rappeler que Seymour Hersh il faut évidemment toujours relativiser sur les informations que l'on peut recevoir, mais il est censé avoir des contacts assez importants au sein des services du renseignement américain. Et donc, sur la problématique de l'armement nucléaire iranien, il y a encore une fois des articles extrêmement intéressants qui ont été publiés par Seymour Hersh récemment, c'est-à-dire il y a simplement quelques semaines, qui tend à nous montrer qu'il semblerait, d'après les réactions d'Israël et les ripostes qu'il y a eu d'Israël, j'en avais déjà parlé la dernière fois, que l'Iran n'aurait pas l'armement nucléaire. Et ça, c'est un sujet très important parce qu'il faut se souvenir que ça fait partie du narratif principal d'Israël et de Benjamin Netanyahou pour essayer justement d'amener des offensives de plus en plus importantes contre l'Iran. Il faut se souvenir de ce qui s'était passé en 2012 aux Nations Unies, si je ne me trompe pas, lorsqu'il avait montré la petite pancarte caricaturale avec la bombe, avec l'étage final, le petit dessin, si vous voyez de quoi je parle, Oui. pour dire qu'en gros, on était à la limite, enfin, on était proche de la guerre nucléaire, étant donné que l'Iran va avoir accès à l'armement nucléaire et va détruire le Moyen-Orient. Eh bien, il semblerait, lorsqu'on voit les différents types de ripostes, d'après les informations de Seymour Hersh qui se basent sur les informations données par des hauts cadres du renseignement américain, que à partir du moment où Israël a décidé non pas d'attaquer l'installation nucléaire qu'il y a en fait justement en Iran, mais tout simplement en fait une base qui produit des missiles principalement de défense, eh bien cela montrerait qu'il n'y aurait pas tout simplement d'armement nucléaire possédé par les Iraniens et que ça permettrait en fait tout simplement de calmer un petit peu les différentes volontés des deux pays de faire preuve de force pour montrer un petit peu leur domination et essayer de se venger l'un l'autre. Et j'invite en fait tout simplement tout le monde à consulter un article beaucoup plus long, parce que là j'aurais pas le temps en 3 minutes de tout résumer, de Seymour Hersh qui passe en revue en fait l'historique de la surveillance des États-Unis sur l'armement nucléaire iranien. Il faut rappeler qu'en fait donc que l'Iran c'est environ, si je me trompe pas, c'est 600 000 kilomètres carrés de territoire. Et depuis 2012, évidemment, les États-Unis sont en train de surveiller l'intégralité de la zone du pays. Il faut savoir que l'intégralité du pays est surveillée par les Américains. Toutes les installations sont surveillées par les Américains. Les panneaux de signalisation possèdent des capteurs placés par des agents américains pour vérifier s'il y a des radiations dans les zones. Sur les bâtiments qui sont considérés comme des bâtiments avec des potentiels de développement d'armement nucléaire, ou en tout cas de projets militaires, c'est expliqué dans l'article de Seymour Hersh qui révèle comment les services américains ont travaillé sur place, remplacé par exemple des briques pour y mettre aussi des capteurs. Il y a carrément des dalles qui sont sur les sols à l'entrée de certaines bases ou d'installations pour pouvoir justement surveiller le poids des véhicules, pour vérifier si les véhicules rentrent lourds et sortent plus légers, qui pourrait indiquer qu'il y aurait du déplacement de différents types de matériaux nucléaires, en tout cas de matériaux pour développer des armements nucléaires. Bref, tout ça pour dire, j'invite vraiment tout le monde à consulter les travaux de Seymour Hersh qui sont absolument passionnants, et en l'occurrence les tout derniers qui se concentrent sur la relation entre Israël et l'Iran, et surtout l'ingérence, certes américaine, mais aussi le travail du Pentagone pour calmer les tensions au maximum au niveau du Moyen-Orient, en forçant Israël à choisir certains scénarios bien précis pour éviter en fait une guerre intégrale. Mais peut-être que Youssef pourra en parler, surtout sur l'aspect messianique et la volonté d'Israël d'arriver à un conflit plus généralisé. Alors, il reste 1 ou 2 minutes pour un échange entre les différents
chroniqueur de cette revue de presse. Lara, un mot? Oui, un mot pour indiquer aussi par rapport aux recherches de Seymour Hersh sur l'implication des Américains dans cette zone-là. Il y a un indicateur très clair. Par exemple, prendre l'ambassade des États-Unis en Arménie, c'est l'ambassade la plus importante au monde, près de 3000 salariés. C'est une ville dans la ville. Et ça, c'est justement par rapport à l'Iran que cette installation est très significative. La première ambassade avant, c'était Bagdad. Donc la deuxième, c'était l'Arménie. Depuis qu'il n'y a plus de Bagdad, aujourd'hui, la première ambassade américaine au monde en termes de nombre d'employés, c'est l'Arménie. Minuscule, petit pays, insignifiant normalement sur la carte. Voilà. Mais ça indique comment ils sont en surveillance totale. Voilà. Et c'est le seul pays avec lequel l'Iran n'a pas vraiment eu d'embargo, parce que les deux étant très isolés, il y a eu des échanges et la route, elle est quasiment fluide sur la frontière. Jérémy Marquis. Oui, moi je voulais peut-être réagir sur ce qui avait été dit un petit peu plus tôt dans la chronique. D'abord sur en effet l'influence du woke LGBT, notamment dans les pays occidentaux et en particulier au Canada. Alors on l'a vu avec en effet Transmania en France, où il y a eu une censure énorme de ce bouquin. Moi je dirais que c'est inquiétant parce que c'est une idéologie qui a gangréné en fait nos institutions, les personnes qui nous représentent, mais qu'en revanche elle n'est absolument pas représentative de la majorité de la population dans les pays occidentaux, qui rejettent massivement le LGBTisme, y compris d'ailleurs les personnes homosexuelles. Absolument. Qui voient ça comme une dérive totalitaire. Au contraire, c'est la seule, alors que plus personne, tout le monde s'en foutait, pour pointer du doigt à nouveau cette communauté, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, mais les homosexuels le dénoncent de plus en plus, et en fait on se rend compte que les LGBT, qui sont en fait des militants d'extrême gauche, qui sont dans une revendication politique, ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent personne. Et par rapport à ce que vous avez dit sur la loi au Canada, moi ce que j'aimerais savoir, si cette loi s'applique à tout le monde, parce que au Canada, depuis maintenant plusieurs mois, il y a chaque semaine ou chaque mois dans des manifestations, des affrontements entre LGBT, woke, progressistes et personnes issues de l'immigration qui se tapent dessus justement sur ces questions LGBT, woke, etc. Il y a de véritables, des scènes de chaos pendant les manifestations, et eux par contre n'hésitent pas à remettre en cause le LGBTisme, le wokisme. Donc ça serait intéressant de savoir si cette loi s'applique également pour eux, ou s'il y a une caution diversité qui leur permet à eux de critiquer ces lois LGBT, parce que depuis en tout cas plusieurs semaines maintenant qu'il y a ces affrontements entre woke et en l'occurrence musulmans, Justin Trudeau n'a pas réagi a priori. On imagine bien que si un blanc avait dit le quart de ce qu'avaient dit eux pendant les manifestations, il serait déjà en tôle. Hein. mais là apparemment ça ne pose pas de problème. Bon, merci. Merci à vous deux, merci à Raphaël, Raphaël, le petit mot de la fin, allez. Oui, c'est juste pour répondre, c'est donc évidemment ça s'appliquera pour tout le monde, parce que c'est dans les textes de loi. C'est les textes de loi qui vont être modifiés, que surtout c'est pour évidemment contre la haine en ligne. Et il faut bien comprendre, alors juste un dernier rappel, parce que évidemment j'observe régulièrement les commentaires de Jérémy Marquis qui se concentrent donc évidemment sur l'immigration ou bien l'insécurité, aussi l'islam. C'est que donc évidemment on sait très bien qu'en Occident il y a à la fois une détestation de soi de la part des gauchistes et même la détestation en fait de sa propre race, j'ai envie de dire la haine de soi en tant que blanc, de son identité, mais ce qui permet la progression de toutes ces lois et qui permet en fait même d'entretenir certaines tensions, un certain chaos qui rend les gens de plus en plus névrosés et qui permet d'entretenir, on va dire, ce cancer qui va être le wokisme, ce n'est pas amené, financé et entretenu par l'immigration, par les musulmans. Donc évidemment, il y a une problématique avec l'insécurité, l'immigration, etc. Mais il ne faut jamais oublier que ce soit en France, au Canada, enfin même dans tout l'Occident, que ce n'est pas pour moi une des menaces principales, parce qu'il y a des personnes qui permettent à ce mouvement-là de venir, qui est ensuite financé, entretenu, et qui à la fin pénalise tout le monde, parce que ça amène à une lutte purement horizontale. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Ça, moi, je pense qu'on va avoir, il faut débattre sur ce sujet, sur ces sujets passionnants. Juste une petite remarque pour les uns et pour les autres, parce que j'entends, il n'y a pas de fixation
et de personne sur ce plateau et dans cette émission sur l'islam, Raphaël. Pas plus que sur l'homosexualité. Nous pouvons avoir des avis sur l'islamisme. Nous pouvons avoir des avis sur le LGBT. Par contre, moi, je n'ai rien à dire de particulier. Je me conforme à une stricte laïcité, à une stricte neutralité sur l'islam. Pas plus d'ailleurs que sur l'homosexualité. Et ça, il faut aussi le rappeler. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci aux uns et aux autres pour cette revue de presse à 4 voix. Et nous allons maintenant passer à la séquence suivante. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre dans des cercles convenus. Il n'est peut-être pas totalement académique, et bah tant mieux. J'ai envie de dire bonjour Youssef Indy. Bonjour Nicolas Stocker. Merci pour l'invitation. Écoutez, on est heureux de vous avoir. Vous êtes spécialiste du messianisme et de ses implications historiques, politiques, géopolitiques. Vos recherches inédites ont levé le voile sur les origines des idéologies modernes, parmi lesquelles l'islam politique, le sionisme, le socialisme et le républicanisme français, bah oui, mis dans le même sac que l'islam politique, c'est marrant, mais c'est loin d'être idiot. Il est aussi l'auteur de nombreux articles de prospective sur les relations internationales. Il collabore entre autres avec Strategica et aussi avec Géopolitique Profonde. Vous avez déjà écrit dans le magazine de Géopolitique Profonde ? En fait, j'ai écrit un texte présentant mon livre La guerre des États-Unis contre l'Europe, et bientôt je présenterai un texte sur mon nouveau livre Comprendre le conflit israélo-palestinien. Et je disais en introduction que vous vous étiez fait connaître dès votre premier ouvrage, Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Paru en 2015 aux éditions Sigest. Oui. On a fait cette revue de presse que depuis le début j'ai nommée revue de presse de la fin des temps. Alors j'ai envie de dire que vous êtes vraiment, vous spécialiste de l'eschatologie messianique, l'invité idoine pour la suite. Vous le dites, je crois qu'on pourrait peut-être commencer par ça et que vous nous expliquiez que vous mettez en surplomb de l'analyse politique, géopolitique, justement, l'eschatologie et éventuellement cette eschatologie messianique. Est-ce que vous pouvez préciser pour les auditeurs de Radio Courtoisie ? Alors, je dirais pas que l'eschatologie ou le messianisme juif est surdéterminant dans les domaines de la politologie et de la géopolitique. Mais c'est un facteur qui, me semble, n'est pas suffisamment étudié et peu connu du grand public. Avant de travailler sur le messianisme juif, je me suis intéressé à des tas de sujets, l'économie, la géopolitique, et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches et de mes analyses que la dimension théologique, religieuse, prédéterminait beaucoup d'éléments, de mouvements à l'intérieur de l'histoire de l'économie, de l'histoire politique, de la géopolitique, même de l'histoire des idéologies modernes, qui très souvent sont des formes laïcisées du religieux et du messianisme. Ce qui a donné lieu à mon premier ouvrage sur les origines messianiques du sionisme, puisque les thèses qui étaient avancées me paraissaient peu crédibles, naissance au XIXe siècle dans les milieux laïques, comme par magie, ou naissance du projet sioniste dans les milieux protestants millénaristes du XVIIe siècle, et en fait en faisant des recherches sur la mystique juive, sur le messianisme juif, j'ai découvert que non seulement le sionisme, comme projet actif de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, se trouvait dans la mystique juive, au sein de la tradition mystique juive du messianisme juif, mais également la stratégie du choc des civilisations. Et en tirant le fil, on tombe également sur l'origine de la prétention messianique
américaine qui détermine une partie de la géopolitique américaine, ce qui a donné lieu à cet ouvrage, La guerre des États-Unis contre l'Europe. Vous voyez, je suis retombé sur mes pattes. Oui, mais ça c'est extrêmement intéressant parce que j'ai envie de dire, enfin moi à titre personnel, je trouve que le sionisme, Israël, quelques millions d'habitants en lui-même, ça ne devrait pas, comme on dit l'expression, la fin, c'est pas la fin du monde. Et ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comme, alors l'image va peut-être choquer, mais il faut pas. C'est une image qui en vaut une autre. C'est un petit peu comme ces virus. Hop. Ça commence bien. Et puis ça, mais oui, mais parce que vous avez toujours des déviations. Ça s'appelle, par rapport à la religion des Hébreux, ça s'appelle le sionisme peut-être. Par rapport à l'islam, ça s'appelle l'islamisme, etc., etc. Mais vous avez des déviations virales. Et alors le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est lorsque ça mute et que ça se combine. Et cette combinaison, alors ça, c'est vraiment une originalité, Youssef Indy, qu'on peut appeler judéo-protestantisme, par exemple. Ou comment à incuber et à muter au fil comme un coronavirus, hein, au fil des siècles, quelque chose qui était somme toute assez peu déterminant, ou en tout cas qui n'avait un degré de dangerosité assez limité. Mais la combinaison et la façon dont vous en parlez dans vos livres, dont la guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir donc de l'État, aux éditions Strategica, est passionnant. J'aimerais que vous nous fassiez un résumé rapide de ce que vous avancez justement sur la naissance des États-Unis, qui crée les États-Unis, quel est le lien avec la Grande-Bretagne, avec le protestantisme à l'époque de Calvin, le puritanisme, tout cela, et à quoi ça a abouti jusqu'à aujourd'hui, c'est passionnant. Alors, c'est un sujet extrêmement, extrêmement vaste parce que le calvinisme n'est pas tout à fait le puritanisme anglais. Le puritanisme anglais et l'anglicanisme n'est pas tout à fait la doctrine des pères pèlerins, mais tout ça est lié et tout ça va donner. Donc, moi, là, je vais me concentrer sur les pères pèlerins parce que la vision des États-Unis est vraiment s'enracine dans la vision des pères pèlerins. Les pères pèlerins, au départ, qui arrivent en Amérique, donc dans la première moitié du XVIIe siècle, se considèrent comme le nouveau peuple élu. Ils sont en conflit avec l'Angleterre parce qu'ils considèrent d'une certaine façon que l'anglicanisme est un peu un retour à la romanité, ce qui est absolument faux. Donc ils quittent l'Angleterre, ils voient l'Atlantique un peu comme la mer Rouge, ils se considèrent comme le peuple hébreu, ils considèrent l'Amérique non pas comme la Nouvelle Rome, ça c'est très important, mais comme la Nouvelle Jérusalem, à la fois la Nouvelle Jérusalem et l'Éden paradisiaque, c'est-à-dire un monde dénué de péché, contrairement à l'ancien monde qui, lui, d'une certaine façon, a été corrompu. Ils arrivent en Amérique, puis va naître plus tard ce qu'on appelle la destinée manifeste. La destinée manifeste est une vision messianique, mais très réduite à l'espace américain. C'est la colonisation par les anglo-saxons de l'Est de l'Amérique de l'Ouest. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, ils vont être dans une double doctrine qui est à la fois religieuse et géopolitique. La doctrine géopolitique qui naît dans les années 1820, la doctrine Monroe qui est donc la doctrine isolationniste. Oui, voilà. Et donc on ne s'occupe pas du monde entier, voilà. On reste sur son précaré, et puis c'est l'Amérique. Et qui a son pendant religieux, la destinée manifeste, réduite à l'espace nord-américain. Et à la fin du 19e siècle, il va y avoir un basculement radical qui va passer d'une vision donc d'opposition et donc de prise de distance entre le bien, qui serait l'Amérique, et le mal, qui serait l'ancien monde, à, donc avec Theodore Roosevelt et plus encore avec Woodrow Wilson, l'idée que cette nation messianique ne va pas se contenter de garder ses distances avec le mal, mais plutôt va sauver le monde. Oui. Et là encore... L'interventionnisme. L'interventionnisme, le pan-interventionnisme même par la suite, comme va l'appeler Carl Schmitt, a son pendant religieux.
quand on lit Wilson dit très clairement, nous sommes la nation choisie par Dieu pour apporter la rédemption au monde, qui est le libéralisme. Et donc vous avez toujours la dimension géopolitique qui s'appuie sur la dimension religieuse. Et ça ne va pas quitter l'Amérique. Ça ne va pas quitter même le discours des présidents américains jusqu'à une période récente, que ce soit Biden ou même George W. Bush, qui parlait de croisade, d'axe du mal, de guerre contre Gog et Magog, quand il essayait de convaincre Jacques Chirac de l'accompagner dans sa guerre en Irak. Et que l'Élysée pose la question, mais qu'est-ce que c'est Gog et Magog ? Ils sont extrêmement surpris, évidemment, du vocabulaire de Bush Junior. Mais comment est-ce que ça se combine, tout ça, avec le messianisme finalement sioniste ? Comment les deux, ce protestantisme puritain, presque calviniste, enfin britannique, qui va aux États-Unis, va se combiner avec l'autre, parce que rien, ça aurait pu se faire tout à fait autrement. Pourquoi ? Est-ce que c'est justement parce que vous le dites, ça s'appuie sur l'Ancien Testament ? Alors, tout à fait, et même plus que cela, il faut remonter au XVIIe siècle, mais je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est au XVIIe siècle que vous avez la naissance du protestantisme millénariste, qui voit dans le peuple juif toujours le peuple élu, et qui attend avec impatience sa rédemption. Alors, on le voit géographiquement, dans les milieux millénaristes, chez des penseurs et des théologiens allemands, hollandais et anglais. Et c'est ce qui va donner naissance au XVIIe puis du XVIIIe siècle en Angleterre au concept de restaurationnisme, c'est-à-dire l'idée de restaurer le peuple juif en Terre Sainte pour, du point de vue protestant, accélérer le retour du Christ. Oh là là, oui, ça va loin là. Accélérer le retour du Christ. Les premiers judéo-chrétiens ne pensaient pas autrement, paraît-il. Voilà. Mais eux, les protestants considèrent toujours, encore aujourd'hui, les évangéliques notamment, ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, considèrent que les juifs sont toujours le peuple élu, mais avec, je crois que Pierre-Antoine Plaquevent, vous en avez parlé récemment, avec une ambiguïté, c'est-à-dire que les Israéliens, via leur lobby, attirent les États-Unis dans des guerres contre les ennemis d'Israël, et les évangéliques sionistes veulent la victoire d'Israël et même le grand Israël, et provoquer l'Armageddon, durant laquelle ils pensent qu'un tiers des Juifs seront massacrés et le reste convertis lorsque le Christ reviendra. Donc chacun utilise l'autre comme son idiot utile. Mais parce qu'il y a un jeu de dupes entre ceux qui pensent, qui attendent encore leur Messie, et d'autres qui attendent le retour. Oui, alors fondamentalement, Messie, il devrait y avoir une opposition radicale. Oui. C'est-à-dire que si on va du côté de l'eschatologie catholique, par exemple, il est très clair que du point de vue catholique, le Messie des Juifs est l'Antéchrist. Si on se tourne du côté de l'eschatologie musulmane, également, le Messie des Juifs est l'Antéchrist. Donc on ne peut pas, on ne peut pas être je ne suis pas chrétien, mais on ne peut pas être un authentique chrétien tout en accompagnant le projet sioniste. Puisque si on se cantonne à la dimension religieuse, parce qu'eux sont véritablement des religieux, le projet sioniste est un projet antichristique, fondamentalement. Mais non, mais ça c'est évident. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit sur le sujet, même si, parce que vous avez bien vu cette tentative en permanence d'essayer de mélanger antisémitisme, antisionisme, alors que c'est quand même deux choses totalement différentes. Et que... mais une loi bientôt, je pense, je sais pas, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crains qu'une loi un jour mélange les deux. Mais bon, tant que c'est pas le cas, on peut encore penser un peu. Mais puis un jour, on ne pourra peut-être plus penser du tout sur ces sujets. Mais profitons-en pendant que c'est encore possible. Dans ce livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État aux éditions Stratégica, Youssef Indy, vous nous éclairez aussi, parce que ça c'est lumineux, sur la guerre des États-Unis contre l'Europe. Quand on lit le titre, on croit rêver, on dit non mais attendez là, encore Branca qui explique que l'ami américain n'est pas si ami que ça, d'accord, Mitterrand qui dit c'est une guerre, mais là, dire que la guerre principale des États-Unis, elle se fait contre l'Europe. Ça décoiffe encore plus, mais j'avoue que moi, ça me renforce dans mes intuitions sur le sujet de l'Occident.
Et c'est avec beaucoup de mes amis, on passe notre temps à s'engueuler parce que je dis mais moi je suis pas du tout occidental, ça n'a rien à voir. L'Europe, en tant qu'Européen, c'est deux concepts totalement à écarter l'un de l'autre. Et vous donnez alors là de l'eau à mon moulin, donc je vous en remercie d'ailleurs. Je vous en prie. Il me dit expliquez-nous un petit peu l'émergence du concept d'Occident aux États-Unis, parce que alors ça, vous n'allez pas en revenir, chers auditeurs. Alors, ça, c'est Carl Schmitt qui l'explique très bien dans son livre Le Nomos de la Terre, qui est pour moi le livre de géopolitique fondamental qu'il faut avoir lu. Il dit que lui, dans un premier temps, que les Américains cherchent à remplacer l'Europe en tant qu'axe central historique et géopolitique du monde. Donc ils cherchent à intégrer l'Europe à leur grand espace. De toute façon, c'est plein de bon sens ce que vous dites. Jérémy Marquis, qui reste là, a du mal à entendre tout ça, mais il va écouter jusqu'au bout. Et puis on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Mais c'est plein de bon sens ce que vous dites, puisque ceux qui sont venus aux États-Unis, c'est évidemment des personnes qui ont des comptes à régler avec l'ancien continent, avec le continent dont ils viennent. C'est évident. Les ressorts psychologiques sont évidents. C'est l'opposition fondamentale entre le monde anglo-américain, judéo-protestant, thalassocratique et la romanité. Alors déjà, remonte, on peut dater ça à 1534. 1534, c'est la rupture avec Henri VIII, le roi d'Angleterre, et son ministre principal, qui est Thomas Cromwell. Oui. Thomas Cromwell, qui est l'oncle de l'ancêtre d'Olivier Cromwell qui fera la fameuse révolution un siècle plus tard. Et en 1534, il y a cette rupture avec Rome, vous savez, le divorce d'Henri VIII, son remariage, donc la rupture avec la papauté. Donc ils ont des comptes à régler. Mais le pire, pour moi, c'est pas ça. Et ce que vous ajoutez, c'est que ces pèlerins, les gens qui vont quitter, ils le quittent, les Irlandais ou autres, ou les Allemands, ce sont des gens qui ont échoué en quelque sorte. C'est comme ça. C'est pareil d'ailleurs, c'est pareil parfois avec le mépris qu'avaient certains de la métropole par rapport aux pieds noirs ou autres, en disant oui, mais bon, c'est des gens qui ont échoué, des gens de rien, et qui ont essayé de refaire leur vie ailleurs. Donc évidemment, vous pouvez, par rapport à l'ancien monde d'où vous venez, nourrir un certain ressentiment et considérer que finalement vous n'avez pas été accepté pour ce que vous étiez, et que vous alliez leur montrer et régler en quelque sorte vos comptes. Alors, il y a ce ressentiment qui est effectivement une dimension importante, qui vient se surajouter à la dimension religieuse, qui est de considérer que les pères pèlerins le disent. Ils disent, nous sommes le nouveau peuple élu, nous sommes les Hébreux. Donc ils considèrent qu'ils sont les élus de Dieu. Et si eux sont les élus de Dieu, d'une certaine façon, les Européens sont un peu les damnés, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il faut les sauver. Mais, voilà, il faut les sauver. Mais pour sauver l'Europe et pour sauver le monde, on le fait, et là on le voit avec l'Amérique, la géopolitique américaine, en le détruisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction chez eux entre le fait de nous sauver et de nous tuer. C'est quand même paradoxal. Tuez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Et alors, le concept d'Occident en lui-même, vous expliquez dans votre livre La guerre des États, des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, aux éditions Stratégica, vous expliquez que la conception de l'Occident ne comprend pas l'Europe au début de la conception de l'Occident aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, parce que au départ, ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, qui est leur chasse gardée, s'arrête dans une certaine zone de l'Atlantique, c'est-à-dire à un moment donné où les Européens ne doivent pas intervenir dans les affaires américaines et vice-versa. Mais à partir surtout de la Seconde Guerre mondiale et à partir de 1939, Carl Schmitt le date en 1939, quand ils parlent d'hémisphère occidental, les Américains, ils intègrent l'Europe. C'est-à-dire que c'est une façon pour eux de faire sortir l'Europe de l'axe historique et de remplacer l'Europe. Et ça, c'est la première phase. Et moi, je dis que la deuxième phase, que Schmitt est mort, je crois, au début des années 80 ou 70, début des années 80, on n'a pas vu. La deuxième phase, c'est celle qu'on vit actuellement, c'est la destruction de l'Europe. Alors,
ça peut paraître paradoxal. Pourquoi détruire ce qu'on veut dominer? On ne peut le comprendre qu'en se penchant sur le système économique américain en particulier et occidental en général. C'est-à-dire que la rapacité américaine vis-à-vis de l'Europe et le dépeçage en cours, notamment on l'a vu avec la période de la guerre en Ukraine, dépeçage des industries allemandes et européennes en général, c'est le résultat de la destruction de l'économie réelle par l'économie fictive, y compris aux États-Unis. C'est la haute finance qui dévore l'économie réelle. Et le système de libre-échange mondialisé qui a délocalisé l'appareil industriel américain et une partie de l'appareil industriel européen, y compris la France, vers l'Asie, a eu pour conséquence de détruire les richesses. Et on le voit avec des PIB fictifs. Donc plus le tissu industriel économique de l'Amérique est phagocyté, détruit par l'économie fictive, et plus l'Amérique, en tant qu'État-nation ou hégémon, doit aller chercher des richesses ailleurs. Et donc en fait, c'est un trou noir économique qui est dans l'autophagie et qui s'autodétruit. Et donc l'Amérique doit continuellement aller chercher des richesses ailleurs, y compris et principalement en Europe. D'où sa prédation actuelle, sa tentative de prédation depuis les années 90 par rapport à la Russie. Tout à fait. Et à l'ensemble de l'ex-URSS. Alors, mettre la main sur les ressources de la Russie, d'ailleurs c'est un projet tout à fait officiel, documenté, découper la Russie en 12 États. C'est Condoleezza Rice qui disait, la Russie a beaucoup trop de richesses, il faut qu'elle partage. À ce moment-là, les Américains, tout d'un coup, deviennent communistes quand il s'agit de mettre la main sur les richesses. Donc c'est mettre la main sur les ressources russes, mettre la main sur l'appareil industriel des richesses européennes et couper, on l'a vu, la Russie de l'Europe. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, l'enquête de Seymour Hersh le met en évidence, la destruction de Nord Stream 1 et 2 par les Américains. Donc ils ont fait d'une pierre plusieurs. Donc on ne peut pas comprendre cette guerre économique contre l'Europe si on ne remonte pas aux causes qui sont la financiarisation de l'économie et le système de libre-échange imposé au monde et d'abord à l'Occident. Il y a ça. Je reviens quand même encore peut-être une dernière fois. On voit bien aujourd'hui que dans le collimateur, le pays européen, parce que ce sont des Européens bon sang, peut-être pas à l'extrême-orient de ce pays, mais ce sont des Européens, les Russes. Ce sont des Européens. Ils sont dans le collimateur des Américains. J'ai pas pu lire l'ensemble de cet ouvrage, La guerre des États-Unis contre l'Europe. Je rappelle, et puis il faut lire les livres de Youssef Indy, chers auditeurs. Il y en a un certain nombre. Vous allez sur Internet, vous regardez ça. Je l'ai pas lu dans son ensemble, ce livre, mais j'ai eu cette intuition à un moment donné que l'Europe pouvait être dans le collimateur, mais aussi la France. Et là, dans les Chines, à une espèce de froid, il est venu parcourir les Chines, où je me suis dit, mais bien évidemment, la France, fille aînée de l'Église de Rome, ils nous ont aussi dans le collimateur, et j'ai envie de dire qu'ils ont dans le collimateur à la fois les Russes et les Français. Oui, alors... ça explique beaucoup de choses. Du point de vue... Alors, si on prend l'histoire de l'Europe, la première nation chrétienne, c'est la France. C'est avec le baptême de Clovis qui va ensuite donner le sacrement si je me souviens, de Pépin le Bref, puis de Charlemagne. Et on sait tous les points communs qu'il y a entre la Russie et la France sur cet aspect-là. Exactement. Et la Russie se revendique comme la troisième Rome. Donc on est sur le continent eurasiatique, à l'ouest avec la France, fille aînée de l'Église, qui va disséminer le catholicisme étatique. Et c'est d'ailleurs pour cela que les révolutionnaires, pendant la Révolution française, vont vouloir l'exporter, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir transformer le logiciel français d'un universalisme catholique chrétien à un universalisme républicain, et les bolcheviks du côté russe abattre la troisième Rome, abattre l'orthodoxie et répandre la révolution à partir de ce siège qu'est la Russie. Alors si on a une vision, encore une fois, théologique et eschatologique, on se dit, mais
la Révolution française et la Révolution bolchevique ont une dimension satanique dans le sens de renversement. Et Absolument. l'objectif du point de vue anglo-américain, judéo-protestant, c'est de maintenir la France dans leur grand espace, sous leur influence, et empêcher que la France... Et c'est ce que disait Brzezinski en 97. Il disait, oula, il parlait de Chirac à l'époque et de son ministre Hervé de Charette, il dit... Il y a des velléités gaulliennes, même dans ce gouvernement de Jacques Chirac, qui tend la main à la Russie. Il faut absolument empêcher cela. Et pour ce faire, nous devons utiliser l'Allemagne contre la France pour la neutraliser. Donc la neutralisation de la France est effectivement un objectif prioritaire. Parce que si la France recouvre sa souveraineté et ses racines, et qu'elle redirige sa géopolitique dans l'esprit gaullien, c'est-à-dire de Brest à Vladivostok, ça coupe court, ça détruit la stratégie américaine. En tout cas, ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi, en effet, cette façon d'apporter la démocratie avec les B-52 et les bombes. Cette façon de faire des Américains qui est en effet, je vais te sauver en te tuant. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas. Et ça, par contre, c'est une dimension eschatologique, messianique, qu'on retrouve, qui n'est pas l'apanage des Américains, hein, ou de ce messianisme-là. Ça a toujours été. Tous les messianismes fonctionnent comme ça. Mais la différence avec ce messianisme, et ça va peut-être nous permettre de parler d'un autre sujet intéressant, le Catéchon, c'est que dans ce messianisme judéo-protestant, il y a une dimension intrinsèquement anomique. Pourquoi ? Parce que dans le messianisme juif originellement, il y a l'idée que lorsque le Messie viendra, il abolira la loi. Or, le messianisme actif consiste à accélérer la venue du Messie et plutôt accélérer les temps messianiques. Or, l'accélération des temps messianiques, c'est la provocation de tous les événements qui doivent précéder la venue du Messie des Juifs, y compris l'anomie. C'est pour ça que vous allez avoir des tendances extrémistes, extrémistes dans le messianisme juif, qui vont être antinomistes. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans la tradition juive talmudique, dès le IIIe siècle, on a cet interdit, l'interdiction faite aux Juifs d'essayer d'hâter la venue du Messie, parce que les talmudistes, les tenants de la loi juive, savaient qu'il y avait une dangerosité dans ce mouvement apocalyptique du judaïsme, c'est-à-dire libérer des forces antinomiques. Et c'est pour cela à mon sens, on peut ainsi comprendre la dimension chaotique à la fois de la géopolitique israélienne et de la géopolitique américaine. C'est parce qu'il y a en substance une anomie, en fait l'anomie mène à l'antinomisme, qui consiste à détruire la loi, et même la loi naturelle. C'est pour ça que les mouvements LGBTistes, historiquement et idéologiquement, sont nés où ? Ils sont nés dans le monde protestant, dans le monde juif. Quand je dis le monde protestant, c'est aussi germanique, mais surtout anglo-américain, et juif, dans la tradition réformée juive, et dans un protestantisme réformé. On va avoir des pasteurs femmes, des rabbins femmes, des rabbins transsexuels, et ainsi de suite. Et vous avez ça dans le fonctionnement même de la diplomatie et de la guerre de l'impérialisme américain, c'est-à-dire qu'il y a la loi et respect. Il y a encore plus ou moins une loi aux États-Unis, mais le reste du monde est un monde où ils peuvent se comporter comme des hors-la-loi. Exactement. Et ça, on le retrouve aussi dans la tradition anglaise. C'est-à-dire le roi d'Angleterre avait tout pouvoir sur les mers et sur les colonies, mais il était soumis à la loi en Angleterre. Les dirigeants américains sont en théorie soumis à la loi américaine sur le territoire américain, mais dans le reste du monde, ils peuvent semer le chaos. C'est pour ça qu'ils ont des Guantanamo en dehors du territoire américain, des bases, des laboratoires aussi de recherche biologique, bactériologique, un peu partout dans le monde. Exactement. Et d'ailleurs, là, le symbole hier, ce qui vient corroborer mon propos, c'est l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui détruit la charte de l'ONU devant tout le monde. Il monte à la tribune, il dit « Vous avez reconnu l'État palestinien », et là, il passe
la charte de l'ONU dans une broyeuse. En fait, il est en train d'officialiser quelque chose qui était déjà dans la pratique israélo-américaine, c'est-à-dire le fait de nier la loi. Qui est terrible parce que ce retour à l'état de nature, alors évidemment, c'est pas le même Hobbes et chez Locke. L'un, dans un cas, l'homme est un loup pour l'homme. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on découvre aujourd'hui. Dans un autre cas, on peut espérer quelque chose. Mais en tout cas, même si on est dans un rousseauisme, on voit bien que se déchaîne la guerre. Avec cette perspective, comme vous le dites, de l'Armageddon. Et c'est en effet peut-être le moment, pour ces 10 gros dernières minutes qu'il nous reste, Youssef Indy, d'évoquer un certain nombre de recherches que vous avez pu développer, entre autres, sur le site de notre ami, en effet, Plaquevent Strategica, sur le sujet de, vous dites catéron, le catéchon pour les catholiques, certains catholiques peuvent l'employer comme ça, en tout cas, cette notion de ce qui retient, c'est un épître aux Thessaloniciens, je crois, de Paul. Le deuxième épître, chapitre Voilà. 2. Et versets 6 à 9. il est question de quelque chose qui retient, de même qu'il y a, on peut peut-être le rapprocher différemment, mais aussi, moi je le vois aussi comme dans la Vierge de l'Apocalypse, c'est-à-dire elle retient le bras vengeur de son fils, et à un moment donné, elle ne pourra pas le retenir. En tout cas, il y aura quelque chose comme la fin du monde ou la fin des temps, ou un Armageddon. Mais il y a en effet ce catéchon dont parle saint Paul, qui retiendrait, qui éviterait l'avènement de l'Antéchrist. Pour résumer très rapidement et succinctement. Et en effet, vous avez parfaitement raison, Carl Schmitt a développé ce sujet. Et votre point de désaccord avec Carl Schmitt, c'est que Carl Schmitt considérait, et je suis assez d'accord avec lui, que la chrétienté était ce catéchon et qu'il y avait un axe, peut-être entre la France et Rome, en tout cas l'axe, le tombeau de Pierre et la base du catéchon, et si on fait sauter ça, et c'est en train de sauter, et on le voit aussi dans la façon dont le Vatican évolue, eh bien à ce moment-là, il y a avènement. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, on ne va pas y couper, il faut passer aux choses sérieuses. Ça, c'est un petit peu ma conviction. Vous avez une autre conviction qui est originale, et que vous pouvez développer en disant, ben non, finalement, il peut y avoir un autre catéron. Même plusieurs. Ou plusieurs catérones. On vous écoute. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut revenir au texte de saint Paul aux Thessaloniciens. Quand il parle du catéron, il dit to catéron ou o catéron, ce qui retient ou celui qui retient, mais qui retient quoi? Il dit, donc la traduction à partir du grec, c'est o anthropos tes anomias, l'homme de l'anomie, ou l'homme sans loi. Et les pères de l'Église vont l'interpréter comme étant l'antéchrist. Donc ça veut dire que dans l'esprit de saint Paul et des pères de l'Église, l'antéchrist est l'homme de l'anomie, donc l'absence de la loi. Et il dit juste après, dans le même épître, le fils de la destruction. Donc en fait, il associe l'antéchrist, l'homme de l'anomie, à la destruction. Et donc en fait à l'entropie. Par conséquent, le catéron ou les catérones sont des forces négantropiques. Alors, je suis d'accord avec Carl Schmitt. On est en plein deuxième théorème de la thermodynamique. Voilà. Mais Schmitt, ça parle. Je ne suis pas en désaccord quand Schmitt dit que Rome, comme les pères de l'Église, est le catéron. Et lui, il dit, par suite, les royaumes et empires germaniques chrétiens sont des catérones. D'ailleurs, dans mon texte, je parle de Charles Quint, qui était un catérone, parce qu'il combattait à la fois les messianistes juifs qui voulaient rétablir le royaume d'Israël, Solomon Molko et David Ravenny. Un des deux se prenait pour le Messie, et c'est Charles Quint qui envoie David Ravenny dans un cachot où il va mourir, et qui envoie le pseudo-messie Solomon Molko, qui voulait pousser Charles Quint dans une guerre contre l'Empire ottoman pour reconstruire le royaume d'Israël. Il l'envoie à Mantua, où il se fait brûler par l'Inquisition. Et c'est lui qui fait face aussi à la révolution luthérienne. Donc là, de ce point de vue-là, oui. Mais si on élargit, historiquement, ce qui est arrivé à la monarchie française et à la papauté, à l'Église, est aussi arrivé au califat. C'est-à-dire que les forces, notamment la maçonnerie,
et les messianistes, sabbatéo-franquistes qu'on retrouve qui avait en Europe et qui étaient à l'œuvre contre le califat. Donc là, c'est les jeunes Turcs, c'est tout cet Bien sûr, qui ont en fait instauré un régime athéiste. Dont on voit qu'ils sont, c'est eux d'ailleurs qui sont à l'origine, je le dis souvent à Lara, du génocide arménien. Oui, tout à fait. Et pas les, c'est vrai que c'est pas l'islam. Tout à fait. Et donc, quand le califat s'effondre, il arrive en fait au monde musulman à peu près ce qui est arrivé au monde européen, c'est-à-dire le libéralisme, l'athéisme et ainsi de suite. Et donc ces verrous-là ayant sauté, les forces anomiques se sont répandues. Mais si on a une interprétation purement géopolitique, alors c'est ce que je dis dans mon texte, la Russie, peut-être même malgré elle, puisque c'est Dieu qui décide, sur le plan géopolitique, est un catéchone, dans le sens où, on le voit avec l'intervention par exemple en Syrie, la Russie a été et est une puissance d'équilibre qui empêche l'expansion de l'entropie. Donc sur le plan géopolitique, la Russie est une puissance négantropique. C'est ce que je veux dire par là. Oui, bien sûr. Mais c'est cette association avec le califat qui paraît... Alors vous donnez des exemples, vous expliquez en effet comment la Russie s'allie à la fois avec l'Iran, avec la Syrie, et qu'elle a sauvé la Syrie contre certaines formes de destruction. Alors, là vous voyez... Moi je vois des forces... mon analyse, qui peut-être d'ailleurs recouperait la vôtre, à partir du moment où, en effet, on donne à l'Antéchrist cette vision de l'anomie, et je crois que vous touchez très juste sur ce point. Moi, ce que je ressens profondément, c'est que Ismaël, ça signifie gardien de l'Alliance, dans son sens premier. Et gardien de la... Donc ça a donné... Dieu a entendu. Alors Dieu a entendu. En hébreu. Oui, parce qu'entre Isaac et Ismaël, et l'autre c'est... ben oui, parce que l'un il a... entre Isaac et Ismaël, je dirais, le nom de l'un et la stricte observance de l'autre, ce que doit faire l'autre. C'est très étonnant. Bien vu. Et donc... mais il y a aussi cette notion, je trouve, de gardien d'alliance, de la première alliance. Parce que, finalement, s'ils sont rejetés de l'alliance avec Abraham et avec Isaac. Les musulmans sont donc à ce moment-là les gardiens de la première alliance, c'est l'alliance avec Noé. Alors là d'ailleurs ça met ça va dans le sens de ce que vous dites avec le LGBT, dont on est quand même surpris qu'ils prennent comme symbole, c'est le même cet arc-en-ciel, qui est le symbole de la loi, de la première alliance. Et comme toujours, de toute façon, ce qui est démoniaque vient s'approprier les choses les plus positives. Et cette alliance, donc, je crois qu'il y a en effet des verrous, et on me dit qu'il ne reste plus que 5 minutes, que ce soit des verrous qui en effet luttent contre l'anomie, et vous avez, je crois qu'il y a ça. De toute façon, il est gardien de l'Alliance, il nous rappelle, et il nous rappelle à nous, laïcs, athées. Annick de Souzenel avait des mots magnifiques en disant « Mais ces femmes voilées que vous n'aimez pas, mais ce sont vos femmes inépousées, c'est votre potentiel intérieur inépousé. Ce que l'islam vient vous rappeler aujourd'hui, à vous les chrétiens, c'est que vous avez oublié l'Alliance. Et donc, gardien de l'Alliance, rappel de l'Alliance, rappel du rapport à Dieu, rappel de la verticalité. Ça, c'est évident qu'il y a quelque chose comme ça. Et moi, ce qui manque, c'est qu'est-ce qu'il y a à conserver, parce qu'il y a 3 alliances. D'accord. Noé. Merci Patrice, on n'aura pas le temps de lire les questions, j'en suis vraiment désolé. Merci en tout cas Patrice. Deuxième alliance, en effet, la circoncision. Je ne vois, elle est aussi une alliance. Et puis la troisième, évidemment, c'est la nouvelle alliance, c'est les évangiles. Et il faut que chacune est taraudée par une... Et vous le dites justement, comme quoi on ne peut pas vous accuser d'être antisémite. Vous voyez bien comment, on voit bien comment au sein même de la religion juive, il y a, comme pour la religion chrétienne, comme l'islam, des ferments de déviation. Il faudrait que s'unissent finalement ceux qui, dans les 3 cas de figure, et je voudrais qu'on y associe aussi les juifs dans ce cas-là. Alors il faut dire quelque chose d'important. J'avais parlé tout à l'heure de l'opposition au sein de la tradition. Oui, je parlais tout à l'heure dans la tradition juive d'une opposition entre ceux qui veulent maintenir la loi et les forces apocalyptiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui même ont pris le dessus dans la tradition juive. Donc on peut dire que l'hérésie a pris le dessus au sein même de la tradition juive. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend quand on lit les textes juifs? Parce que s'il y a une théologie chrétienne, une théologie islamique et une eschatologie, pour comprendre l'eschatologie de l'Antéchrist, il faut aller
et là c'est très provocateur ce que je veux dire, dans l'eschatologie juive. Pourquoi ? Parce que le règne dans l'Antéchrist a deux conditions du point de vue juif. La destruction de Rome, on le trouve dans les textes talmudiques dès le 1er siècle, 2e siècle, destruction de Rome, parce que c'est Rome qui a détruit le second temple, et la destruction d'Ismaël. Et c'est une interprétation talmudique du livre de Daniel, il dit le dernier empire à détruire, c'est Rome. Il faut absolument détruire Rome. Et quand il y a l'avènement de Martin Luther, les messianistes juifs de l'époque de Luther disent « Ah, c'est un signe de la chute de Rome. » Parce que dans leur vision, le Messie viendra soumettre le pape. Et le règne d'Israël doit aussi passer par la destruction d'Ismaël. Donc, Édom, donc Ésaü, qui est le frère de Jacob, donc dans la lignée d'Abraham, et Ismaël, donc c'est quand même une grande affaire familiale. Il s'agit du point de vue de l'eschatologie juive de détruire les frères. Le frère Ismaël et le frère Bien sûr, ce sont les enfants de Noé, et puis les Sémites, ce sont les enfants de Sem. Et donc l'eschatologie juive nous permet de le comprendre, parce que l'eschatologie juive intègre l'anomie, cette force-là messianique apocalyptique. Or, comme je l'ai dit, l'anomie, c'est pour moi, c'est plutôt moi, Jacob et Ésaü, c'est plutôt la réconciliation des frères, selon moi. Ils se réconcilient. Ah bah oui. Oui, mais alors, aujourd'hui, ça donne quoi ? Aujourd'hui, ça donne le judéo-protestantisme. Alors, je ne crois pas. Moi, je pense je ne sais pas de quelle réconciliation. Eh ben, moi, je pense que la réconciliation, c'est que Ésaü venait pour tuer son frère. Oui. Il avait peur d'ailleurs, ce combat avec l'ange pendant toute la nuit, ça peut être perçu comme un combat avec sa propre peur. Et puis finalement, ils s'embrassent après le combat avec l'ange, si bien signifié par Delacroix. Je crois que sur le côté Talmud, on peut être d'accord à partir du moment où on se rappelle qu'avant, il y a la religion des Hébreux. Que la loi mosaïque, c'est une loi, je suis désolé, c'est pas une anomie. La loi donnée à Moïse, c'est une loi. Donc il y a aussi, je crois, chez les Hébreux, au travers de ce passage, cette traversée, quelque chose aussi qui sauve, au même titre que les gardiens de l'Alliance, de la première Alliance, et au même titre, évidemment, que le Nouveau Testament, que les Évangiles. Les forces qui sont aujourd'hui déchaînées sont des forces anomiques et antinomiques. Mais vous avez toujours aujourd'hui, par exemple, des tenants du judaïsme antisionistes, comme les Natura et Carta, qui eux disent il faut rester fidèle à cette loi talmudique qui dit qu'il ne faut pas hâter la venue du Messie, il ne faut pas retourner en un mur en Terre Sainte et ne pas recréer donc le royaume d'Israël. Donc il y a aussi une opposition interne. Et s'il y a une réconciliation, c'est avec cela. Eh ben merci beaucoup Youssef Indy, vous aurez le mot de la fin, au moins aujourd'hui. Merci à Raphaël, merci à Lara Stam, merci évidemment à Jérémy Marquis qui a dû subir d'entendre tout cela. On lui donnera la parole la prochaine fois. À nouveau, merci à tous. C'est le temps maintenant du livre journal des controverses de Mike Borowski.